Bonjour à tous, merci d'être là en cette journée de grève. Et donc si jamais il y a du café, on en profitera après. Je suis pour ma part Angelos Soriadakis, je suis un des dirigeants du cabinet qui est à Ilios un des cofondateurs de la chaire avec Éric Brousseau. Et je vais animer le petit déjeuner de ce matin qui est sur la question du financement de la résilience des infrastructures et notamment des infrastructures essentielles. Alors, avec moi ce matin, je les ferai parler dans cet ordre-là, il y a Julien Brunel, à ma gauche, qui est le chief économiste de SNCF Réseau, l'infrastructure ferroviaire, qui a passé beaucoup de temps chez SNCF Réseau, après le Trésor, si je ne me trompe pas, et qui va nous donner un peu la vision que peut avoir ce gestionnaire d'infrastructures essentielles, sachant que, comme c'est indiqué un peu dans le pitch de ce petit déjeuner, on a à la fois une question qui va tourner autour de le choix entre investir et ne pas agir, le coût de l'inaction, la question de savoir, au fond, quel arbitrage on fait entre le niveau des investissements nécessaires à la résilience des infrastructures et l'éventuelle baisse de la qualité de service, et bien évidemment les modalités potentielles de ces financements, qu'ils soient publics, privés, etc. Julien, je donnerai la parole à Catherine Albax, qui a passé beaucoup de temps dans la belle maison EDF, à la fois à la distribution d'électricité et maintenant depuis quelques années au parc nucléaire, où elle s'occupe des questions d'adaptation du parc nucléaire au changement climatique et notamment de la résilience de ce parc, et qui est complètement confrontée à cette question de dire combien d'argent va-t-on investir versus comprendre comment est-ce qu'on peut éventuellement accepter de dégrader ou pas la qualité et la disponibilité, en l'occurrence, des centrales nucléaires. On finira par Christine Rodwell, qui a passé plusieurs années chez Veolia, où elle a notamment travaillé avec la Fondation Greller sur le programme des 100 villes résilientes, et nous parlera notamment, je crois, de la Nouvelle-Orléans, et qui a ensuite été sur plusieurs jobs de responsable RSE, notamment chez Renault, qui actuellement a créé sa société et qui conseille à la fois des décideurs publics et privés sur ces questions-là d'intégration des questions socio-environnementales. Voilà. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Julien avec la question de savoir comment est-ce que la SNCF voit les choses par rapport à ça. Merci pour l'invitation. Alors, je vais commencer par quelques mots sur SNCF Réseau, puis je présenterai les enjeux de la résilience, quels sont le type d'aléas auquel le réseau est confronté. Et puis, je présenterai un petit peu notre stratégie d'adaptation au changement climatique, en mettant un accent sur les enjeux économiques, puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse ici. Donc SNCF Réseau, pour vous rappeler, vous voyez à peu près ce que c'est. Donc c'est une société anonyme qui est gestionnaire du réseau ferré français, société anonyme 100% publique, qui dépend d'un groupe SNCF, la holding SNCF. C'est un réseau qui a la particularité d'accueillir des circulations très hétérogènes. Sur le réseau ferré, il y a des trains de nature très très diverses qui circulent. On a des trains régionaux qui constituent la majeure partie du trafic, donc des trains qui sont financés, subventionnés par les régions et des collectivités locales. On a aussi des TGV, c'est à peu près un tiers du trafic, et puis donc des trains qui sont en open access, qui sont maintenant ouverts à la concurrence avec des opérateurs qui agissent comme des opérateurs privés sur ce marché-là, sans subvention. Et puis des trains de fret qui constituent un petit nombre, qui sont des trains assez fragiles avec une concurrence de la route très forte et un marché qui est relativement stable et qui progresse assez peu en France. Le réseau français, ça représente à peu près, le transport ferroviaire en France, c'est à peu près 10% du marché du transport, aussi bien pour le voyageur que pour le fret. Pour le fret, on est un peu en dessous des standards européens. En revanche, pour le voyageur, on est un peu au-dessus des standards européens. Le marché est dynamique, il progresse
relativement bien du point de vue du marché final. Du point de vue des trains, donc nous ce qu'on vend, c'est des trains, il n'y a pas une grande dynamique, c'est-à-dire que les trains sont de plus en plus gros et de plus en plus remplis, et malheureusement, ça ne fait pas beaucoup plus de chiffre d'affaires pour nous. Et SNCF Réseau est bien sûr un monopole, et un monopole régulé. En matière de tarification, d'encadrement économique, on est encadré par le régulateur sectoriel, l'autorité de régulation des transports. Donc si j'en viens maintenant aux enjeux de résilience et d'adaptation au changement climatique, il faut d'abord présenter un premier constat qui est que le réseau ferré français est nativement exposé aux aléas météo depuis tout le temps, depuis qu'il existe, le réseau est à ciel ouvert. Donc il a été conçu pour être robuste à ces aléas nombreux qui peuvent intervenir sur le territoire. On sait aussi qu'il sera de plus en plus exposé à ces aléas, évidemment, avec le réchauffement climatique. Le réseau français a quelques caractéristiques qui font qu'il est particulièrement fragile, en fait, quand même, malgré cette situation native d'exposition et de conception pour être robuste à ces aléas. Plusieurs fragilités. La première, c'est que il est étendu, il couvre tout le territoire. On a un réseau de 30 000 km, donc c'est très très vaste. Et c'est un réseau qui a été conçu historiquement. Les chemins de fer, elles ont été conçues au 19e siècle et elles ont très peu bougé depuis. Donc, dans leur conception, dans leur localisation, dans leur territorialisation, c'est des techniques qui sont quand même assez anciennes, en dehors des lignes à grande vitesse, mais qui représentent que 2000 km de voies, donc c'est pas de lignes, donc c'est pas très très important par rapport au stock d'actifs qu'on. Et puis enfin, une dernière fragilité, c'est que par rapport à nos voisins européens, le réseau français est un réseau âgé. Un réseau âgé, c'est-à-dire qu'il y a eu en France un sous-investissement dans la régénération, dans le renouvellement du réseau, dans les décennies 1980 jusqu'au début des années 2000. C'est-à-dire à peu près quand on a construit massivement les premières lignes à grande vitesse, on a, pour des contraintes financières, à cause de contraintes financières, on a moins renouvelé le réseau. Donc le réseau est un petit peu plus vieux que les autres réseaux européens. Et c'est probablement une source de fragilité supplémentaire de notre point de vue. Les principales vulnérabilités vis-à-vis des aléas sont nombreuses, mais on peut citer principalement deux risques majeurs. Le premier risque, c'est évidemment le risque de chaleur, de canicule. Les fortes chaleurs, les canicules, ça impacte le fonctionnement du réseau. Ça impacte d'abord le personnel qui travaille sur les voies. En période de canicule, c'est plus compliqué de travailler. Et puis, ça peut aussi avoir un effet sur les actifs. Les actifs électriques en particulier sont assez vulnérables aux fortes chaleurs. Et puis, il y a aussi un risque qui peut se manifester à travers des feux, des incendies aux abords des bois qui peuvent gêner les circulations. Donc, premier risque, le risque de forte chaleur. Le deuxième risque important, c'est tout ce qui va tourner autour des cycles de l'eau, donc les inondations, les débordements, les remontées de nappes, qui peuvent faire peser un risque sur la stabilité de l'infrastructure, sur les ouvrages qui entourent l'infrastructure. Et donc ça, c'est un deuxième risque très important qu'on modélise aussi peut-être moins bien que le risque des fortes chaleurs, qui est plus facile à évaluer. Alors du point de vue économique maintenant, qu'est-ce que représentent les coûts du réchauffement climatique de ces aléas météo plutôt pour SNCF Réseau? Alors d'abord, il y a des dommages. Il y a des dommages quand il y a des grands dégâts qui peuvent arriver sur le réseau, des sinistres. Et force est de constater que le coût des dommages est relativement limité, heureusement. Les coûts financiers de tous ces dommages, c'est de l'ordre de 20 à 30 millions d'euros par an. C'est variable selon les années. Donc 20 à 30 millions d'euros par an pour un budget de maintenance, par exemple, de SNCF Réseau, qui est de l'ordre de 2,5 milliards d'euros. Donc on est sur des coûts directs liés à ces sinistres qui sont relativement limités. En revanche, il y a un coût qui est plus difficile, plus dilué, plus compliqué à évaluer, c'est que au-delà de ces sinistres, de ces dommages qui sont directs, on fait des mesures de prévention dans toutes les activités de maintenance courantes de l'infrastructure.
Et une partie de ces interventions est liée à la prévention face à des aléas météorologiques. Mais combien, on ne sait pas, parce que ça va effectivement dépendre de chaque opération. Il faudrait rentrer dans chacune des opérations et essayer de déterminer la partie de ces opérations qui est liée à la prévention de risques météorologiques. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même pas du tout neutre. En première approximation, les premiers chiffres qu'on peut avoir, c'est de l'ordre de centaines de millions d'euros. On est entre 100 et 200 millions d'euros, donc on est sur des montants qui sont beaucoup plus importants que le coût direct des sinistres. Et puis enfin, il y a un coût qui n'est pas direct pour nous, mais qui est pour les utilisateurs de l'infrastructure, pour les voyageurs. Quand une infrastructure présente des dommages ou quand il y a un risque de tempête ou d'aléas, il y a des retards. Des retards, des trains qui sont annulés, des trains qui sont complètement arrêtés. Et ce coût, ça n'a pas de conséquences directes financières très fortes pour SNCF Réseau, voire pas du tout. Mais ça a un coût pour la société. Ce coût est probablement très important pour la société. On parle en matière d'aléas d'à peu près 4000 incidents par an, donc ça fait à peu près une dizaine par jour. C'est à peu près 5% des incidents qu'il y a des retards qui interviennent sur le réseau. Donc on est sur des montants importants qui ont un coût pour la société, mais qui n'ont pas de coût pour SNCF Réseau. Donc tous ces coûts, tous ces dommages, tous ces sinistres vont augmenter. SNCF Réseau doit se prémunir pour essayer d'éviter ces dommages. Alors quand on fait une analyse coût-bénéfice de ces opérations, pour SNCF Réseau, vous voyez que on a relativement peu d'intérêt à limiter ces dommages, puisque du point de vue financier, limiter ces dommages, ça va pas nous économiser, on va pas éviter beaucoup d'aléas pour nous. Mais ça a un effet pour la collectivité. Donc c'est plutôt une analyse coût-bénéfice socio-économique pour la collectivité qu'il faut conduire pour trouver des arbitrages que des analyses financières qui vont pas conduire à beaucoup d'opérations pour prévenir ces risques. En matière de priorité d'action, la priorité quand même numéro 1, c'est de renouveler le réseau. Pour nous, c'est quand même l'impératif essentiel pour le gestionnaire d'infrastructure. On est quasiment certain qu'un réseau plus moderne, plus robuste, avec des actifs qui correspondent aux meilleurs standards, sera plus résilient face au réchauffement climatique. Donc on a une trajectoire de progression du renouvellement pour essayer de ralentir le renouvellement de la partie la moins circulée du réseau et de garantir le rajeunissement du réseau le plus circulé. Donc c'est là-dessus que notre priorité doit intervenir. Aller au-delà, ce sera compliqué, on est certain. On pourra peut-être essayer de chercher des recettes supplémentaires pour financer un peu plus de résilience à travers des péages plus élevés. Ce sera compliqué, ça dépendra de l'acceptabilité des opérateurs à payer pour des péages plus élevés. Les principaux opérateurs qui pourraient payer des péages sous le contrôle de l'ART, évidemment, c'est les opérateurs en open access, donc les opérateurs TGV, donc SNCF Voyageurs, l'opérateur historique et puis ses concurrents. Mais on pressent que leur capacité, leur disposition à payer des péages pour l'avantage de résilience sera limitée. Et en tout cas, elle sera limitée sur le territoire au réseau qui est utilisé par ces lignes-là. Donc il faudra quand même traiter le reste du réseau. Et pour traiter le reste du réseau, ça dépendra d'un arbitrage qui devra être réalisé par les politiques, alors par les politiques nationaux, par l'État qui finance l'infrastructure. Ou les politiques locales, les régions qui financent le réseau à travers les péages qui sont payés par les services régionaux. Voilà, j'ai à peu près terminé mon intervention. Merci. Merci. Je vous donne, Julien, pour la suite éventuellement deux points qu'il serait intéressant de préciser par ce que vous avez dit. D'une part, vous disiez il n'y a pas d'incitation de SNCF Réseau, quid éventuellement de mettre une régulation qui permettrait de vous inciter en y inscrivant soit des pénalités, soit
justement des obligations supplémentaires. Puis une deuxième question qui est intéressante, c'est que si vous-même n'êtes pas incité, si les opérateurs n'ont pas d'argent et si les pouvoirs publics locaux n'en ont pas non plus, ça veut dire qu'il faut réfléchir à quel est le coût de la préparation, si je m'exprime, psychologique des usagers à avoir un service de moindre qualité. Voilà. Alors je passe la parole à Catherine qui va nous parler du parc nucléaire qui est, lui, moins visible des usagers. Comme on ne prend pas un parc nucléaire pour se déplacer, c'est plus facile. Voilà, donc le parc nucléaire aujourd'hui, c'est 18 sites nucléaires, comme vous le savez, 56 réacteurs plus un qui doit arriver sur le réseau. On croise tous les doigts avant la fin de l'année, qui est donc Flamanville 3, le premier EPR. C'est donc aujourd'hui 70% de l'électricité produite en moyenne, largement décarbonée, puisque vous avez vu, si vous êtes allé sur le site d'EDF, que nous avons fait une étude d'ACV qui nous met à 4 grammes de CO2, ce qui est quand même honnêtement assez imbattable du point de vue de la décarbonation. C'est un parc ancien, mais la bonne nouvelle, c'est que nos prédécesseurs ont incroyablement bien construit le parc, à l'époque à la règle à calcul probablement, et qu'on a un parc qui aujourd'hui est encore extraordinairement résilient. Évidemment, on est thermosensible, hein, sans surprise, puisque la température est importante. Mais pour nous, le premier sujet, c'est pas la température de l'air. Le premier sujet aujourd'hui, c'est la température de l'eau et les étiages sévères. La première question qui se pose pour la disponibilité du parc nucléaire et du parc thermique, enfin de tous les parcs dans le monde qui ont besoin d'eau, c'est-à-dire en gros toute la production pilotable, eh bien sûr, c'est la disponibilité de la source froide. Et c'est donc la disponibilité de l'eau. Je ne vous parle pas du tout de sûreté, parce que le débat sur la sûreté n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de problématique de sûreté. Il y a un débat autour de la disponibilité. S'il y a un débat autour de la disponibilité, il y a derrière, évidemment, un débat sur qu'est-ce qu'on doit faire pour rester disponible. Et là, on arrive immédiatement, sans surprise, comme mon voisin, sur un problème d'investissement et de nécessité d'investir pour maintenir la disponibilité du parc. Et là, on arrive sur un sujet absolument passionnant qui est le prix de l'électricité. C'est parti. On peut passer 4 heures, 3 jours, 3 semaines. Le prix de l'électricité, c'est depuis, je pense, depuis d'ailleurs qu'il y a de l'électricité, le débat. Eh bien, évidemment, le dérèglement climatique amène un débat sur le prix de l'électricité. Vous n'êtes pas surpris, moi non plus. Et derrière, si on se dit qu'on ne veut pas payer le prix, ce qui est le cas de tout le monde ici, n'est-ce pas, et encore un peu plus du MEDEF, eh bien, on arrive derrière sur un débat de souveraineté, sur un débat de qualité de service et sur un débat sur l'interruptibilité. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme interruptibilité du service? La durée de vie du président d'EDF est directement liée à la question. Vous vous en doutez. Derrière ce prix de l'électricité, une fois qu'on creuse un peu plus, il y a un débat majeur sur le marché de l'électricité, la construction du marché de l'électricité. Autre très très bon sujet sur lequel on n'a pas le temps de ce matin, mais quand même qui est intéressant, ce marché n'étant absolument pas piloté par le carbone, ce qui est un peu gênant. On parle d'adaptation, et l'adaptation et l'atténuation, pour moi, sont totalement liées. Nous ne réussirons pas l'adaptation si nous ne baissons pas drastiquement nos gaz à effet de serre, donc si nous ne faisons pas un effort majeur d'atténuation. C'est absolument impossible. Les trajectoires GIEC, les pires, de toute manière, on peut s'en parler ce matin. Si vraiment on reste sur la trajectoire là, il n'y a aucune économie qui peut survivre. Donc, de toute manière, il faut atténuer. Ceux qui prêchent l'inverse, j'attends avec impatience le décret de M. Trump qui nous annonce que le dérèglement climatique, c'est bullshit et ça n'existe pas et ça n'arrivera pas. Évidemment, cette question-là est majeure. La question de l'atténuation est majeure et derrière, la question de l'adaptation est majeure aussi. Donc, aujourd'hui, nous, sur le parc nucléaire, on investit tous les ans à peu près 3,5 milliards. Sur les 3,5 milliards, aujourd'hui, à 300 millions qui sont sur l'adaptation, c'est largement insuffisant si demain on veut aller plus loin. Je vous donne un exemple. Si je veux maintenir chaud sur le réseau, la centrale des Ardennes, c'est la centrale la plus récente. A priori, elle est là jusqu'en 2070. Son problème numéro 1, c'est la Meuse. Et la Meuse, c'est un sujet trinational, voire quadrinational. C'est un fleuve assez colérique.
soit elle déborde, soit elle est à sec. Et évidemment, nous, on a les deux questions à gérer. Alors, pas trop les crues parce qu'on est largement au-dessus, mais évidemment les étiages sévères. Si je regarde à 2050 chaud, dans le scénario le pire, j'ai 100 jours d'arrêt de chaud. 100 jours d'arrêt de 2 réacteurs, les plus récents. Je vous explique pas, même au prix de l'électricité très très bas, ça fait des très grosses pertes. Mais le vrai sujet, c'est que du coup, j'ai un véritable problème sur la plaque du Nord. Et mon sujet derrière, c'est Golfech. Golfech, c'est la Garonne. Et maintenir le réseau électrique du Sud-Ouest est un sujet majeur. D'abord, il y a très peu de centrales, il y a de plus en plus d'habitants. Le Sud-Ouest est très attractif, comme la Bretagne, qui n'a jamais voulu de centrale non plus. C'est très attractif aussi. Évidemment, ça met des fragilités majeures sur le système. Et le maintien de Golfech, avec la montée du climat méditerranéen et l'assèchement majeur, voire la désertification, qui va très très vite, puisque si vous regardez les cartes de Copernicus, vous voyez qu'il y a le Maroc, la bordure espagnole et sud-ouest, avec une accélération de la désertification. On ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est une réalité. L'assèchement des Pyrénées est une réalité. La fonte des glaces des Pyrénées est une réalité. La problématique de la Garonne, il n'est pas demain, il est maintenant. Et on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut, c'est maintenant. Donc évidemment, pour nous, le maintien du réseau électrique du sud-ouest est majeur. Et pour ça, on a une centrale majeure qui est Golfech, qui est une centrale des réacteurs de 1300 MW, donc assez récente. Et pour nous, le maintien de la source froide autour de Golfech est majeur. Ça veut dire des investissements supplémentaires, des barrages supplémentaires, des équipements supplémentaires, plein de choses pour maintenir Golfech. Et ça n'est pas le marché qui va le prendre. Pour nous, c'est de l'intérêt général, puisque c'est un service système pour maintenir le réseau sur le sud-ouest. Et aujourd'hui, il n'y a aucun dispositif qui permet de rentrer sereinement dans un débat là-dessus. Parce que parler du prix de l'électricité égale ne pas avoir de débat serein. Donc, or, les questions, évidemment, c'est d'abord une des questions majeures qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on accepte comme interruptibilité dans le sud-ouest? Question immédiate. Est-ce qu'on met Toulouse dans le noir? Voilà. Oui, non, en été? Voilà, bonne question. Et sinon, comment on fait pour maintenir le réseau? Voilà. Alors moi, je regrette beaucoup de ne pas avoir rencontré Catherine avant. J'ai passé effectivement 8 ans chez Veolia et c'est ce dont je vais vous parler. Mais là, depuis 2 ans, j'ai créé Vivae qui accompagne les décideurs privés et publics sur les enjeux de biodiversité. Et on vient tout juste de publier un manuel dédié à la ressource en eau douce. Et effectivement, on reprend plusieurs des éléments que Catherine vient d'exposer. Et on pourrait parler aussi du prix de l'eau d'ailleurs. Et effectivement, on mentionne tous ces sujets de l'eau, trop d'eau, pas assez d'eau, de l'eau au mauvais moment, de l'eau de mauvaise qualité, et surtout ce sujet, la température de l'eau que tu as mentionné, Catherine. Voilà. Alors moi, ce matin, je voudrais vous parler de mon expérience chez Veolia. Donc Veolia, vous connaissez sûrement, c'est un groupe qui fournit de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie, des traitements des déchets. Moi, quand j'y ai passé 8 ans, j'ai eu la chance de travailler avec son PDG de l'époque, président aujourd'hui, Antoine Frérot. À l'époque où Antoine Frérot disait que l'entreprise n'était pas là que pour servir l'intérêt de ses actionnaires. Bien sûr, il faut prendre soin de ses actionnaires qui investissent, qui prennent le risque, mais il y a il appelait ça un nœud de parties prenantes dont il faut prendre en compte les intérêts. Et ces parties prenantes, ce sont les salariés, la planète, les territoires, les clients. Et d'ailleurs, si vous regardez sur le site de Veolia, vous verrez Veolia Performance Plurielle qui montre que le groupe mesure sa performance économique et financière, mais aussi sociale et environnementale. Donc moi, à l'époque, j'avais créé pour Antoine Frérot un comité de Critical Friends. C'était des parties prenantes externes de l'entreprise que je réunissais 2 fois par an pour d'abord leur montrer ce que faisait le groupe. Donc on a tout fait, centre de tri des déchets, usine de traitement d'eau, on a même fait les déchets dangereux habillés en cosmonautes. Et puis le lendemain, je les réunissais autour d'Antoine Frérot, non pas pour parler de la stratégie RSE au développement durable du groupe, mais bien pour parler de la stratégie business du groupe Veolia. Et donc, le vice-président de la Banque mondiale, le patron d'ONG environnementale, ils interpellaient le PDG du groupe Veolia sur sa stratégie cœur de métier. Et un jour, au cours d'une de ces réunions, ils nous ont pas mal interpellés sur le fait que Veolia, ça faisait, alors à l'époque 160 ans, aujourd'hui 170 ans, que l'on vendait des tuyaux pour les villes. Mais qu'en fait, les villes, elles avaient plus simplement besoin de tuyaux. Elles avaient besoin qu'on les aide à mieux anticiper les risques sociaux et environnementaux auxquels elles étaient soumises. L'idée, c'était de dire comment, à budget constant, voire confère l'actualité du moment en France, budget qui baisse, moi, collectivité,
je peux faire face à des chocs qui sont de plus en plus nombreux. Par choc, on entend par exemple les événements qu'on a vus il y a 2 semaines en Espagne, ces inondations qui sont de plus en plus récurrentes, et on sait qu'avec le changement climatique en cours, ça va se provoquer de plus en plus. Ça, c'était à l'époque où la Fondation Rockefeller, que vous connaissez peut-être, c'est une... Oh, super. Merci. Non, il n'y a pas de problème, on est sauvés. Non, merci. Donc, l'idée, c'était comment est-ce que nous, Veolia, on peut aider les collectivités locales à faire face au changement climatique, entre autres, mais pas que, je vais vous détailler ça après, de façon à pouvoir continuer à entretenir leur infrastructure à budget constant, voire budget déclinant. Et en fait, ce qu'on a mis sur pied, et je pense que moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'insister aujourd'hui, sur comment financer les infrastructures, c'était vraiment un partenariat entre plusieurs types de parties prenantes. Donc, il y avait nous, le groupe Veolia, avec nos métiers. Je vous l'ai dit, eau, assainissement, énergie, traitement des déchets. Et puis, on s'est dit, finalement, pour mieux... Alors, on avait un directeur des risques, Oliver Wilde, à qui je rends hommage, qui était tout à fait prêt à partager avec les villes ce qu'on fait dans toutes les entreprises, c'est-à-dire une analyse risque-opportunité et comment ça fonctionne. Et donc, on va vous aider, vous, collectivités locales, à utiliser cette méthode robuste, éprouvée dans les entreprises, pour effectivement, plutôt que de subir, mieux anticiper les risques auxquels vous pourriez être soumis. Mais ça suffisait pas, parce qu'on n'avait pas cette capacité de modélisation, notamment des événements climatiques. Ça, je savais pas faire. Et du coup, je suis allée chercher le réassureur Suisse Re, avec qui j'ai monté un partenariat en disant on va agir ensemble, et en combinant nos expertises Veolia d'opérateurs d'infrastructure et Suisse Re de réassureur qui a la capacité de modéliser les événements climatiques, on va commencer à apporter une réponse intéressante. Donc ça, c'était la première étape. 2 entreprises du secteur privé qui unissent leurs forces pour apporter une réponse aux besoins des collectivités. Et puis on s'est dit, en fait, ça suffit pas. Il nous faut quelqu'un qui justement connaisse bien la demande des collectivités. Et c'est là où on est tombé sur la Fondation Rockefeller. Donc j'en étais là quand le café est arrivé. La Fondation Rockefeller, c'est une grande fondation américaine qui avait créé à l'époque un programme qui s'appelait 100 Resilient Cities. Alors c'était génial. Ils avaient sélectionné 100 villes dans le monde entier. Dans ces villes-là, ils finançaient le salaire d'un Chief Resilient Officer qui rapportait directement au maire. Et dans le rôle consistait à dire, on peut plus se permettre d'attendre que les événements se produisent. Moi, je vais bâtir la stratégie de résilience de la ville. Donc, je vais commencer à analyser les risques sociaux et environnementaux auxquels la ville, alors je dis ville, mais ça pouvait être aussi une agglomération, risque d'être soumis. Donc, première chose, ils finançaient le salaire de cette personne pendant 3 ans. Et deuxième chose, ils avaient créé ce réseau donc de 100 villes avec une approche très intéressante parce qu'ils avaient créé des clusters de villes. Donc, il y avait par exemple un cluster de villes dont le souci principal, c'était population vieillissante. Quand j'ai une population vieillissante, comment je fais pour continuer à financer des infrastructures 5 étoiles? Ça, c'était par exemple une grande préoccupation des villes japonaises. Il y avait un deuxième cluster qui réunissait toutes les villes côtières. Et là, évidemment, le principal souci, c'était la montée des eaux. Comment je fais face à la montée des eaux? Il y en avait un autre, je vous donne quelques exemples, qui étaient les villes qui faisaient face à un afflux de réfugiés. Par exemple, les réfugiés climatiques. Comment je fais pour maintenir mes infrastructures et amener des infrastructures pour tous ces gens-là? Donc ça, c'était la première bonne idée. C'était permettre aux villes de partager sur leurs bonnes pratiques, aussi sur les écueils. Et puis enfin, l'idée qui m'a séduite à l'époque, c'était l'idée d'engager aussi le secteur privé. Et de dire, en fait, on va un peu renverser la charge de la preuve. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je suis le maire d'une collectivité locale. Toute la journée, j'ai des entreprises qui viennent me voir pour me dire qu'elles ont la solution magique à mes problèmes. Mais elles ne se sont pas demandé quels étaient mes problèmes prioritaires. Et donc, l'idée, c'était de dire, on va aider les villes à bâtir leur stratégie de résilience, dans un premier temps, à échanger entre elles. Et puis, une fois que les priorités seront posées sur la table, là, le secteur privé va pouvoir venir proposer des solutions aux villes à partir de la demande préalablement établie.
Et donc, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire avec un premier pilote à l'époque, tu as raison, Angelos, à la ville de la Nouvelle-Orléans, que j'avais pas choisi par hasard parce que c'était 10 ans après Katrina. Donc, Olga rigole parce qu'elle m'a déjà entendu en parler. Mais donc, voilà, c'était 10 ans après Katrina, dont tout le monde avait entendu parler. Le maire était très francophile. Et puis, son idée, c'était de se dire, moi, j'ai tellement de soucis, je sais même pas par où démarrer. Et j'ai qu'une trouille, c'est qu'il y a un nouveau Katrina qui se produise, que j'ai pas anticipé. Et là, cette fois-ci, c'est sûr, je serai pas réélue. Parce que c'est quand même l'objectif numéro 1 de l'élu. Et donc, ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on a regardé toutes les infrastructures de la ville, avec à la fois le regard de Veolia. Donc concrètement, moi j'avais des ingénieurs qui étaient sur place avec des bottes, les pieds dans l'eau, et qui sont allés regarder les différentes pompes, les différentes infrastructures de la ville. Swiss Re qui faisait sa modélisation des événements. Et on a, avec la ville, avec les équipes du maire, totalement revisité le budget de la ville. Et donc, à budget constant, on les a aidés à identifier quels étaient les pain points et quelles étaient les infrastructures sur lesquelles ils devaient mettre le paquet. Alors, j'ai souvenir d'une pompe à un endroit donné qui avait été identifiée et qu'il fallait absolument changer, ce qui représentait vraiment un budget totalement dérisoire, ce qui a été fait. Et le hasard fait que quelques semaines après, pendant l'été, j'étais en vacances et j'ai reçu un coup de téléphone du maire de la Nouvelle-Orléans parce qu'il y avait un nouveau mini Katrina qui s'était produit, et le fait qu'on ait changé cette pompe quelques semaines auparavant avait évité la catastrophe. Donc moi, cet exemple, je l'aime bien parce que je pense qu'aujourd'hui, pour financer les infrastructures, il faut quand même développer ces partenariats entre le secteur privé, les pouvoirs publics et puis aussi la société civile, parce que la Fondation Rockefeller fait partie de ces organisations de la société civile. Et là, le bénéfice, c'était aider les villes à mieux anticiper les risques auxquels elles pouvaient être soumises, de façon à pouvoir préparer un plan. Alors, moi, je n'étais pas en mesure d'éviter l'inondation, mais si l'inondation se produit, tout était prévu pour faire du, pardonnez-moi, build back better. C'est-à-dire, plutôt que de reconstruire à l'identique, maintenant que l'événement est là et que, alors, après, je pourrais vous parler des financements autour des assurances, etc. On verra si on a le temps. Mais je vais utiliser ces financements qui arrivent post-événement pour, au lieu de reconstruire à l'identique, essayer de reconstruire de façon plus pertinente. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que les infrastructures, à l'époque, on regardait beaucoup les chocs auxquels elles risquaient d'être soumises. Vous les avez évoqués tous les deux, Julien et Catherine. Donc un choc, ça va être tout d'un coup des températures à la hausse qui font qu'effectivement je peux plus rejeter l'eau dans l'écosystème parce que déjà la température de la ressource en eau est trop élevée. Ça peut être une inondation. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que tout ce que je regardais à l'époque comme étant des chocs, aujourd'hui, ce ne sont plus des chocs, ce sont des stress. C'est-à-dire ce sont des événements qui se produisent de façon de plus en plus récurrente. Et je pense qu'on a un vrai sujet aujourd'hui qui est comment est-ce qu'on prépare nos infrastructures une fois de plus, je cite l'exemple de l'Espagne, à ces événements qui à l'époque étaient considérés comme des événements extraordinaires et qui sont de plus en plus récurrents. Et ces événements, c'est des événements, des risques qui sont à la fois sociaux, qui sont des risques climatiques. Julien en a beaucoup parlé. Et puis, moi, je ne peux pas m'empêcher de mettre l'accent ce matin sur les risques liés à la préservation de la nature. Si on ne prend pas mieux soin de notre nature, on va avoir de véritables soucis. Merci beaucoup et je suis prête à répondre aux questions, bien sûr. Merci Christine, merci à tous les trois. Avant de passer la parole à la salle, je voudrais vous rajouter une petite couche d'interrogation sur la régulation, puisqu'on est dans une chaire sur la gouvernance et la régulation économique. Et moi, j'ai trouvé très intéressant dans ce que vous avez dit. Donc, Julien nous dit, ben voilà, moi, finalement, je répète ce que je disais tout à l'heure, les opérateurs sont pas vraiment prêts à payer. Bon, les pouvoirs publics pas trop non plus. Et donc, bah, restent les régions qui vont devoir financer l'infrastructure s'ils veulent avoir des trains. Je caricature un peu. Donc là, on a une question qui est, est-ce que une régulation économique, je parle éventuellement de pénalités pour SNCF Réseau ou autre, permettrait de sortir de ça?
côté nucléaire, quand on entend Catherine parler, on se dit, ok, tu nous dis, finalement, le fait de maintenir en conditions opérationnelles et d'avoir une disponibilité de certaines centrales clés dans des régions clés comme Golfech ou Chaux, c'est une question d'intérêt général et ça ne sera jamais financé par le marché, si j'ai compris ce que tu disais. Et donc, ce financement d'intérêt général, ça signifie quoi? Est-ce que ça signifie qu'on va demander de lever de l'impôt? Est-ce que ça signifie qu'on va augmenter, comme tu le disais, le prix de l'électricité? Parce que c'est ça fondamentalement, si le marché n'est pas là, ça veut dire qu'il faut des fonds publics. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui passe par la régulation économique du secteur ou est-ce que ça passe par de la subvention régionale, et encore une fois. Et dans le cas des villes, ça sera ma question à Christine, on entend que, on a restructuré le budget, ça c'est bien, okay. Mais à un moment, je pense que, en admettant qu'il y ait 20, 25, 30% du budget d'une ville qui puisse être repositionné, à un moment, on va atteindre un taquet. Et donc, là, tu n'as pas abordé cette question qui est de dire, une fois que le budget a été épuisé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'encore une fois, on lève de l'impôt supplémentaire auprès des citoyens ou est-ce qu'il y a des modalités de régulation économique que pourraient mettre en place les villes en taxant, par exemple, en mettant des péages urbains à certains des opérateurs privés ou en levant, en mettant des péages pour l'utilisation de l'eau ou des infrastructures qui permettraient d'aller chercher les financements qui permettent de faire de la prévention, etc. Julien? Je vais d'abord revenir sur la question de l'éventuelle régulation ou pénalisation d'un gestionnaire d'infrastructure face à ce type d'aléas. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu par ce type de mécanisme. Alors d'abord parce que si on met des pénalisations sur un gestionnaire d'infrastructure, il faut qu'il ait des moyens pour faire face au risque de pénalité, quoi. Et le problème, c'est qu'on n'aurait pas tellement plus de moyens pour améliorer la robustesse, la résilience du réseau. Donc, si on veut éviter ces pénalités, il faudra faire moins ailleurs. Donc, ça veut dire faire moins de renouvellement ailleurs. Donc, je pense que là, on peut se perdre un peu là-dedans. Et je disais préalablement que la priorité, c'est quand même d'abord de renouveler, d'avoir un réseau qui soit modernisé, etc. Donc, il ne faudrait pas que la résilience accrue du système se fasse au détriment résilience accrue d'une partie du réseau ferré se fasse au détriment d'autres parties du réseau, du renouvellement standard du reste du réseau. Et puis, plus généralement, il y a une question effectivement d'arbitrage entre plusieurs acteurs pour participer à ça. Alors, je pense que on peut pas dire quoi. On va pas se reposer uniquement sur les régions. Je pense qu'il faut bien dire ça. C'est un arbitrage qui doit être fait à plusieurs niveaux. L'État devra prendre sa part, les opérateurs aussi devront prendre leur part et SNCF Réseau aussi. Donc c'est un partage qui devra être fait à plusieurs échelles. La complexité du ferroviaire, c'est qu'on est à la fois un mode subventionné et un mode régulé. Donc on a deux instances de décision qui se parlent pas nécessairement très bien l'une entre elles. On a le régulateur qui décide le niveau de péage de l'infrastructure ferroviaire et on a l'État, le Parlement, qui décide le budget de l'État qu'il consacre au financement de SNCF Réseau. Et ces deux acteurs, ces deux décisions sont pas toujours très bien coordonnées. Il y a une meilleure coordination de ces deux instances de décision serait profitable à l'ensemble du secteur ferroviaire et aux investissements qu'on doit faire aussi pour l'adaptation. Vaste sujet. Hein. Alors, moi, je vais aller à rebours de tout ce qu'on vit en ce moment. Le problème numéro 1 du climat, il exige une gouvernance mondiale. Ça paraît débile à dire, mais c'est quand même fondamentalement ça.
Moi, je suis qu'un opérateur producteur d'électricité décarbonée, mais le premier débat est là. Je vous donne un exemple que je trouve absolument abominable et à la fois qui est une bonne démonstration. Aujourd'hui, vous savez que quand vous prenez un billet d'avion, vous avez une taxe carbone sur les émissions. Et j'ai un de mes collaborateurs qui est passionné de transport qui me dit l'autre jour, je viens de voir un truc bizarre, tous les avions passent par Istanbul. Pourquoi tous les avions passent par Istanbul? Eh bien, Istanbul est devenu un hub majeur et vous avez plein de vols qui s'arrêtent à Istanbul. Pourquoi? Eh bien, quand vous redécollez d'Istanbul, vous n'avez plus de gaz à effet de serre. C'est magique. Il y a Harry Potter planté à machin, hop, tu décolles, tu n'as plus de gaz à effet de serre. Donc, tu ne payes que la moitié. Tu fais Paris-Istanbul, après tu fais Istanbul, Almaty, tout ce que tu veux, le Kazakhstan, l'autre bout de la planète, toute cette partie-là, c'est zéro carbone. Ça, c'est pas possible. Ça, alors, évidemment, le billet est pas cher. Mais c'est un scandale. Voilà. Dans l'absolu, c'est un scandale. Donc, moi, mon problème numéro 1, c'est là. Il y a des travaux incroyables qui sont faits à Davos. À Davos, le World Economic Forum, tous les ans, produit un document qui est absolument parfait. Comme d'ailleurs le plan national d'adaptation au changement climatique de la France, il est parfait. Il n'y a juste pas le volet financier. Ça, c'est con. C'est pareil, à Davos, il n'y a juste pas la partie financière. Un petit peu, mais pas trop. Et pourtant, tous les grands de ce monde y vont. Si possiblement jets privés d'ailleurs, pour faire bien. Et personne ne se dit que le sujet numéro 1, c'est le carbone. Toute tonne de carbone émise doit avoir un prix. À partir de là, on peut commencer à discuter. Aujourd'hui, on a un marché de l'électricité. Je vous donne un exemple débile. Ce week-end, il va faire un temps dégueulasse. C'est super. Pour nous, producteurs d'électricité, pourquoi? Il va faire extrêmement mauvais, il va faire froid, en plus il y a de l'eau, donc on n'a pas de problème sur la source froide, et en plus de ça, il n'y a pas de vent. Donc on va exporter un max. Le week-end dernier, on a exporté un max. Le week-end d'avant, sur 46 TWh disponibles, on a modulé 40. Ça veut dire qu'on a arrêté des centrales nucléaires, qu'on s'est retrouvé en prix négatif sur la plaque européenne parce qu'il y avait trop d'éoliens au Danemark. Ça, c'est pas possible. Les prix négatifs, c'est pas possible. On peut pas investir avec des prix négatifs. Il y a un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Franchement, faut arrêter. Moi, j'ai rien contre les énergies renouvelables, mais il y a un moment, faut accepter qu'on ne peut pas avoir un marché concurrentiel avec des gens qui sont subventionnés par tous les moyens possibles de la planète. Ça peut pas marcher. Et après, on peut se battre pendant des heures. Donc, moi, mon problème numéro 1, c'est un problème de marché d'électricité. Et une centrale nucléaire, c'est pas fait pour faire ça. C'est fait pour produire tranquillement. Voilà. Donc, point numéro 1. Ça, c'est déjà, ça commence bien. Donc, il faut quelque part qu'on accepte à se causer. Alors, il y a des gens super, comme le Luxembourg. Eux, ils sont contre le nucléaire. Ils n'ont aucun électron nucléaire qui arrive. Ils ont 0 centrale. Magique. Ah, c'est encore Harry Potter. Évidemment, le poste source, il est en Allemagne. Alors, la centrale de Cattenom, c'est comme Istanbul, la centrale de Cattenom transite par l'Allemagne, parce que c'est quand même Cattenom qui alimente le Luxembourg, faut pas se raconter d'histoire. Et hop, comme l'Allemagne a arrêté le nucléaire, enfin, ils ont un peu triché, ils ont mis les centrales sous cocon, ils les ont pas démantelées, hein. Arrêtez de prendre les Allemands pour ce qu'ils sont pas, hein. C'est quand même de temps en temps des gens... oh, j'arrête tout. Oui, mais je te le mets sous cocon, je peux la redémarrer. Super. Nous, on arrête, on démonte. Ouais, ben, bien sûr. Moi, je dis, ouais, bien sûr, nous, on a démonté Fessenheim. Les autres, ils ont arrêté, ils n'ont pas démonté. Voilà. Mais évidemment, ça passe par l'Allemagne. Hop, ça devient Energiewende. Hop là, et c'est plus nucléaire. Non, mais il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter. Et il faut arrêter de raconter des conneries à Madame Michu. Les gens sont intelligents. Il faut leur expliquer. Et le consentement à l'impôt, il faut expliquer aussi. Mais il faut arrêter de raconter des trucs. Enfin, je m'emballe peut-être un peu, mais c'est un vrai sujet. Le sujet du carbone est majeur. Et raconter au monde agricole qu'on va pouvoir maintenir le système tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas bien. C'est pas bien, parce que c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et de toute manière, le climat, on négociera pas avec. Faut arrêter de se raconter des histoires. Ça va tomber. Et si en plus les tipping points qu'on voit arriver, c'est-à-dire entre autres le ralentissement de la MOC arrive et que cet arrêt de la MOC se fait avant la fin du siècle, là les enfants, faut qu'on se bouge et vite, hein, parce que là ça va faire beaucoup de perturbations. Parce que là, on n'aura pas que l'accent québécois, on aura aussi le climat du Québec. Ça va changer en hiver. Alors, on a plein de sujets. Et on passe un temps fou à se disputer. Et nous, on passe un temps fou à arrêter des centrales nucléaires parce qu'on module à des prix négatifs. Mais bon, voilà, je crois que le vrai sujet, avant de se dire faut inventer des régulations, oui, le vrai sujet, il faut commencer par mettre tout à plat en disant, écoute, là, c'est franchement pas sérieux. Voilà.
Passer après Catherine, c'est pas évident. Sur ton premier point de la gouvernance mondiale, moi, je suis totalement d'accord. Et par exemple, je vous avais sûrement entendu parler des COP. Et aujourd'hui, on a une COP climat, une COP biodiversité, et en ce moment, c'est la COP lutte contre la désertification. Et là, c'est la même chose. C'est les mêmes gens qui vont, alors ils vont d'abord, là ils sont allés en septembre passer une semaine à New York pour la Climate Week. Ensuite ils sont tous partis en Colombie, évidemment pas à la nage, en avion, à Cali pour la COP biodiversité, avant de partir pour Bakou pour la COP climat, et en ce moment ils sont à Riyad pour la COP lutte contre la désertification. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Là, il y a quelque chose à régler et à mettre en place. 42 tonnes d'émissions de CO2 par habitant. Voilà, oui. Alors, ce qui est intéressant quand même dans les COP, c'est que ce qui est nouveau là depuis quelques temps, c'est que, alors moi je pense que c'est quand même des rendez-vous internationaux qui sont importants parce que c'est des deadlines où on veut faire des annonces et donc on est obligé de se mettre en ordre de bataille. Et ce qui est très intéressant depuis quelques temps, c'est que le secteur privé est de plus en plus représenté. Il n'y a pas que les États. Mais moi vraiment j'appelle de mes voeux à ce qu'il y ait une COP et qu'on regarde en même temps les enjeux du climat, de la biodiversité et de la lutte contre la désertification qui de toute façon sont intimement liés. Quand on regarde le sujet de l'eau, c'est un sujet de biodiversité, c'est un sujet de climat et c'est un sujet de lutte contre la désertification, par exemple. Donc ça, c'était pour le point gouvernance mondiale. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La question d'Angelos. En fait, la question d'Angelos, elle fait comme d'habitude poser la charge de la preuve sur l'entreprise. Et aujourd'hui, on se dit, pour résoudre tous les enjeux auxquels notre planète est confrontée, c'est au secteur privé de s'y coller. Parce que le secteur privé, il a la capacité d'innover, de pousser des solutions à l'échelle et dans le temps imparti. Parce que je vois qu'il y a des jeunes dans la salle. Moi, j'enseigne à HEC depuis 20 ans, comme tu le sais, Olga. Et là, je sens quand j'enseigne qu'on de plus en plus, on me presse sur le fait que on n'a plus le temps. Et si on veut préserver notre planète face au réchauffement climatique et à l'érosion de la biodiversité, 6e extinction de masse en cours, il faut qu'on se dépêche. Et donc, secteur privé, c'est à vous de vous y coller parce que vous avez la force de frappe pour développer des solutions à l'échelle et dans le temps imparti. Alors moi je dis oui, mais je dis quand même que tout ça, il faut évidemment que ça serve le business de l'entreprise. Alors moi ça fait 20 ans que j'accompagne des dirigeants sur ce qu'on appelle couramment la RSE. Moi je préfère parler d'impact social et environnemental. Et quand j'enseigne à HEC, je dis si vous intégrez ces sujets dans votre stratégie cœur de métier, vous aurez des bénéfices business sonnants et trébuchants. Le premier d'entre eux étant que vous allez réussir à attirer et à garder vos talents, réputation. Le deuxième, c'est que vous allez préserver votre droit d'opérer. Et puis, vous allez construire des alliances stratégiques avec toute une série de parties prenantes et pourquoi pas un avantage concurrentiel. Donc oui, je suis d'accord avec toi, Angelos. Le secteur privé a un rôle clé à jouer, mais il faut aussi que ça nourrisse son business, sinon ça pourra pas fonctionner. Alors, sur la question des financements, en fait, sur le sujet de l'adaptation au réchauffement climatique, sur le sujet de la préservation de la biodiversité, en fait, il y a de l'argent. Aujourd'hui, il y a des fonds. Il y a des fonds internationaux. Je pense que vous voyez bien, en France, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un nouvel investisseur à impact, article 8, article 9, qui surgissent. Les financements, en réalité, ils sont là. Mais ce qui manque en face, c'est les projets qui soient bien ficelés. Je pense que vous avez tous vu le fameux article du Guardian qui remettait en cause les crédits carbone, disant que là-dedans, finalement, il y avait un peu du lard et du cochon. Aujourd'hui, ce qu'on me dit, moi, ce qui est pas faux, je suis d'accord avec toi, et ce qu'on me dit côté financeur, c'est amenez-nous des projets qui soient vraiment bien ficelés, où je sais que là, l'impact social et environnemental promis sera bien au rendez-vous. Et du coup, ça me permet d'introduire une nouvelle partie prenante. Tout à l'heure, je vous ai dit, il est nécessaire de bâtir des partenariats entre secteur privé, pouvoir public, société civile. Et là, j'ai introduit ma 4e partie prenante, qui est le monde académique. Et en fait, dans ces projets-là, il faut pas hésiter à vraiment solliciter le monde académique. Alors en France, on est quand même très gâtés parce que on a effectivement les universités comme celle qui nous accueille aujourd'hui, mais on a des institutions comme le Muséum national d'histoire naturelle, l'INRAE. On a des ONG qui ont beaucoup progressé. Moi, quand j'ai rejoint Veolia, c'était en 2010, les ONG venaient soit pour nous taper dessus, soit pour nous demander un chèque. Et quand j'ai quitté Veolia 8 ans plus tard, les ONG venaient nous voir en disant « Est-ce qu'on peut co-construire ensemble des projets sur tel territoire ? Moi, je connais les attentes
des citoyens. Et puis j'ai un expert ressources douces qui va pouvoir vous aider. Et vous, secteur privé, vous allez pouvoir dérouler des solutions à l'échelle. Donc je reviens vraiment à mon dada. C'est comment on travaille tous ensemble, secteur privé, pouvoir public, société civile et monde académique pour amener des solutions à l'échelle et dans le temps imparti. Alors, en fait, moi, je voulais résoudre le problème du financement des infrastructures. Hein. J'étais pas là, j'étais pas là pour refaire la COP. Mais bon, ok. Là, je vais passer un peu la parole à la salle pour voir les questions que vous posez. Et puis, on reviendra notamment sur les questions de financement si besoin. Un, deux. Alors j'ai une question. Bonjour, j'ai une question pour Madame Christine Rodwell. Vous avez dit que vous appuyez sur des modélisations de climat de votre partenaire. Et pourquoi pas celle de Météo France par exemple? Parce qu'à l'époque, mon pilote, il était à la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, donc j'avais besoin d'équipes et il se trouve que Swiss Re avait des équipes très 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 compétentes aux États-Unis sur ces sujets-là. Enfin, moi j'ai été impressionnée par ce que c'était que la modélisation des événements climatiques. Mais ma voisine de droite voulait dire quelque chose? Non, mais nous, on a un service climatique au sein d'EDF, donc on fait nos simulations nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années, c'était beaucoup plus difficile. Il n'y avait pas de simulation mondiale. Aujourd'hui, si vous allez sur Copernicus ou sur les sites de météo américains, vous avez énormément de données. Après, il faut des très très grosses capacités de calcul. Faut pas se raconter d'histoire pour sortir. Aujourd'hui, nous, on travaille avec 19 modèles et 3 scénarios du GIEC. Donc, vous faites le calcul et autres. Et nous prenons toutes les séries climatiques qui ont au niveau de chaque centrale, donc on fait des séries météo, ça demande des supercalculateurs en permanence et il y a encore quelques années c'était pas possible. Aujourd'hui on a des moyens de calcul absolument exceptionnels et ça permet du coup d'avoir des simulations climatiques qui tiennent la route. Et vous faites des simulations aussi sur l'érosion de biodiversité? Waouh, ça c'est le sujet qui tue quoi. Alors, la mesure de la biodiversité. Ça aussi, est-ce que vous avez 3 jours? D'abord, il y a la mesure de la biodiversité, elle est extrêmement délicate parce que contrairement à la mesure de la température, c'est pas du tout simple. Alors il y a plein de modèles, il y a plein de gens qui ont développé des trucs. Nous, on est assez pragmatique aujourd'hui. On fait évidemment des inventaires dans tous les sens, mais l'inventaire, en fonction des espèces, faut le faire à une certaine période. Toutes les espèces sont pas là tout le temps, donc déjà votre inventaire à la base il est faux, sauf si vous avez un gars qui fait l'inventaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, ce qui est quand même pas facile à faire. Donc premier sujet. Deuxième sujet, la biodiversité, elle est directement impactée par le dérèglement climatique et on arrive là aussi à une des absurdités de notre système. On nous demande aujourd'hui, nous, quand on fait des travaux, vous savez, il y a une séquence qui s'appelle ERC, éviter, réduire, compenser. On nous demande de compenser et de mettre en place des mesures pour des espèces dont on sait aujourd'hui qu'elles ne survivront pas. Je vous donne un exemple absolument fabuleux qui est le saumon. Voilà. Le saumon, dans le thème de tu me lances sur un mauvais sujet. Le saumon. Ouais, voilà, le saumon. On me demande aujourd'hui de faire une nouvelle passe à poisson sur la centrale de Saint-Laurent pour faire monter des saumons. Donc, en aval de Saint-Laurent, j'ai les pêcheurs qui défendent les saumons. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Après Saint-Laurent, j'ai des amateurs de pêche sportive au silure. Donc, un poisson énorme, on se bat pour le sortir, qui bouffe absolument tout, même les canards. Donc, vous avez un petit saumon qui remonte de l'estuaire de la Loire péniblement. Entre-temps, maman saumon a rencontré papa saumon, qui est un saumon d'élevage. Donc, mon petit saumon est plus dodu que l'espèce sauvage. Donc déjà, plus dodu, il remonte moins vite. Point 1. Il arrive à ma passe à poisson. Il est plus dodu. Ma passe à poisson n'est pas parfaite, je le reconnais. Ça coûte quand même accessoirement 11 millions d'euros, une passe à poisson. Je vois que c'est pas juste 100 000 euros pour s'amuser. Donc, j'ai une première passe à poisson avec mon petit saumon trop dodu. Il arrive enfin en haut. Il passe, qu'est-ce qu'il a en bas? Un truc énorme qui fait le silure. Bon. Donc, il faut arriver à se faire que les pêcheurs qui défendent le saumon et les organisations environnementales rencontrent les mecs de la pêche sportive. En plus, le silure, c'est imbouffable.
Il y a un mec qui a essayé d'en mettre au machin. Et en plus, c'est un carnivore de tout en haut, il ramasse toutes les cochonneries qu'il y a. C'est un épurateur de première. Donc, 1, il n'est pas bouffable. 2, il est pollué. Super. Et et par contre, l'OFB veut pas me le classer en invasif. Alors que lui, il prospère dans les eaux tièdes. Et il vient du Danube, donc il a absolument rien à faire chez nous. Mais bon, voilà. Donc, grosse bataille. Après, vous avez alors, j'adore le monde académique. Franchement, on a des chercheurs absolument fabuleux, que je ne citerai pas, qui me proposent un programme passionnant sur la Loire pour faire discuter ensemble les humains et les non-humains autour de la passe à poissons de Saint-Laurent. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un directeur de centrale nucléaire. Honnêtement, la discussion, il a de la CGT. Alors, la discussion avec les non-humains, c'est compliqué pour lui, hein. Voilà. Donc, nous, on s'est mis du côté du silure. Voilà. Non, mais sérieux. Soyons sérieux, quoi. Donc, oui, la mesure de la biodiversité, oui. Nous, on part du principe que si l'habitat est là, il y a des chances que l'espèce soit là. Et en tout cas, qu'elle revienne. Par contre, si l'habitat disparaît, honnêtement, elle a aucune chance de revenir. Et on ne peut pas maintenir artificiellement des habitats. Alors, il y a plein de débats avec le muséum. Est-ce qu'on doit creuser les mares pour que le crapaud pélobate se maintienne? Le muséum dit non, surtout pas, la mare n'était pas creusée. Oui, mais si on la creuse pas, elle est sèche. Donc, du coup, la pélobate, il est plus là. Après, il y a aussi des choses amusantes dans les inventaires. C'est qu'on a quand même, nous, des crapauds pélobates qui ont des bottes jaunes, hein. C'est fou, hein. On n'imagine pas, hein. L'avantage des caméras, c'est que ça sert à ça. Voilà. Bon, sur ce, je t'ai répondu sur la biotique. Merci. Oui, merci. J'essaie de retrouver le fil de ma question. On m'a lancé sur le saumon. Oui. Christophe Woutin pour l'association des autoroutes. J'avais une question pour Julien Brunel, sans surprise. Sur le renouvellement du réseau, est-ce que vous arrivez à introduire dans les opérations de renouvellement des opérations qui sont de nature à favoriser la résilience? C'est probablement pas un sujet très, très simple puisque les contraintes du réseau existant sont assez dimensionnantes, j'imagine. Et puis il y a un sujet qu'on n'a pas forcément trop abordé qui est celui qui a pourtant été lancé quelques fois par Angelo sur quid de l'interruption de service quand on n'arrive pas à faire face à la résilience, comment on gère. Parce que les événements climatiques, ils se renforcent, ils sont plus fréquents, mais bon, ils ont quand même globalement déjà existé par le passé et on a déjà eu pas mal de crises avec des interruptions de service. Ça arrive sur le réseau ferré, ça arrive sur les autoroutes, ça arrive probablement aussi dans l'électricité. Donc, ça se gère et parfois on constate que le coût pour faire face pour parer à toute coupure versus le coût de la coupure, c'est intéressant de les comparer quand même. Oui, alors merci pour la question. Alors oui, c'est vrai que pour les opérations de renouvellement, en général, on essaye d'inclure des formes d'adaptation quand c'est possible. Donc c'est en ça que le renouvellement du réseau permet de rendre le réseau plus robuste. Même un renouvellement standard, ça permet en général de faire des opérations qui permettent de rendre le réseau plus résilient aux changements climatiques ou aux aléas. Par exemple, quand on renouvelle la voie, on travaille un peu sur la plateforme et voilà, on peut améliorer la robustesse face au risque d'inondation, à l'écoulement des eaux, etc. Après, effectivement, on peut pas tout faire au cours d'un renouvellement standard et souvent quand on renouvelle, si on veut vraiment rendre beaucoup plus résilient l'infrastructure, il faut faire un saut important et c'est déployer une nouvelle technologie qui est pas celle qui était installée à la base et c'est un surcoût et donc ça on le fait pas tout le temps, on le fait pas nécessairement, surtout quand les surcoûts sont importants. Après sur les questions d'interruption du service. C'est effectivement des choses qui se pratiquent. Hein. C'est des pratiques assez communes quand on a des événements exceptionnels. On met assez souvent en fait en place des mesures d'exploitation pour garantir les circulations ou garantir un certain niveau de circulation qui n'est pas équivalent aux circulations au niveau standard, au niveau nominal.
C'est d'abord des ralentissements. Parfois, il y a des ralentissements quand il y a des fortes chaleurs en particulier pour préserver nos actifs électriques qui sont en danger. Et puis, ça va parfois même jusqu'à des interruptions complètes de trafic. En cas de tempête, par exemple, il y a des stops circulation pendant un certain nombre d'heures ou de minutes ou de jours pour préserver pour éviter d'avoir des risques importants de chute d'arbres ou ce genre de choses pendant les tempêtes. Donc, on a eu ça, par exemple, cette année, quand il y avait des tempêtes en Bretagne, on a interrompu les circulations dans l'ouest de la France. Donc, oui, c'est des choses qu'on pratique. Et quand on fait ça permet de répondre aux deux questions en même temps, mais quand on réfléchit sur la stratégie d'équipement de l'infrastructure, dans le cadre de grands programmes de renouvellement de l'infrastructure, on fait parfois cet éclairage, cette comparaison entre le coût d'une technologie qui serait beaucoup plus résiliente à l'infrastructure, à des risques climatiques, et la préservation d'un certain nombre de circulations, la préservation de la qualité de service, et on fait cet arbitrage coût-bénéfice pour voir si c'est intéressant ou pas de déployer une technologie qui permet des circulations tout le temps, mais qui sera plus coûteuse aux gestionnaires de l'infrastructure. Bonjour, j'ai une question pour Madame Albache. Donc, j'ai fait partie d'EDF pendant 10 ans. Donc, j'ai travaillé à Avenue de Wagram, très belle maison, je préfère le rappeler aujourd'hui. Actuellement, je travaille dans les énergies renouvelables, désolé, en fusion-acquisition. Et je voudrais revenir, et je suis aussi toulousain à la base, je voulais revenir sur la faiblesse du réseau sur le sud-ouest. Est-ce qu'une solution, c'est pas les petits réacteurs nucléaires, notamment, qui pourraient pallier potentiellement à ces faiblesses-là? Et surtout, en France, on a une spécificité, c'est qu'on veut vraiment rien à côté de chez soi. Pas de prison, pas de centre de rétention, pas d'éolien, pas de nucléaire. Donc, est-ce que EDF prévoit un peu, fort du retour d'expérience, et prépare ces oppositions pour pouvoir justement arriver à cette résilience dont on parle et aller plus vite? Parce que le risque, c'est que vraiment ces réacteurs nucléaires décalent dans le temps. Et je ne parle même pas peut-être des alternances politiques qu'il y aura dans quelques années qui pourraient tout remettre en cause. Donc, quelle feuille de route vous avez sur cette difficulté-là à vraiment implanter la résilience dans les territoires en faiblesse? Alors, l'investissement le plus rentable, c'est de prolonger la durée de vie du parc existant. Ça, c'est absolument certain. Et on a la chance, je vous le disais en introduction, d'avoir un parc qui a été remarquablement construit et qu'on a incontestablement des marges, sauf une qu'on n'a pas, qui est liée à la montée du niveau de la mer. Même si la mer monte plus vite que ce qu'on attend, on a quand même encore des marges importantes. Donc, si on raisonne à 2050, 2060, la premier investissement majeur à faire, c'est de maintenir le parc existant. Alors, ça implique des investissements. Il y a des investissements absolument basiques. C'est par exemple tous les systèmes de climatisation, mais c'est aussi vrai pour l'université. Hein. Donc, où il faut absolument revoir la clim d'urgence et il faut arrêter de remplacer la clim par le même climatiseur. Enfin, il y a une espèce de truc là aussi débile qui est de dire il faut aller prendre les climatiseurs qui sont aujourd'hui aux Émirats, qui sont aujourd'hui dans les pays du Sud et arrêter de travailler avec le même climatiseur qui va sauter là chaque fois qu'il fait 30 degrés puisque de toute manière sa limite est à 30 degrés. Donc voilà, donc ça c'est bon sujet pour les achats dans les universités, bonne chance, mais je vous conseille d'upgrader tout de suite. Ça c'est le point première chose. Après les SMR ils arriveront quand ils arriveront, ça reste du nucléaire. Ça reste soumis à la non-prolifération, ça reste des choses qui vont utiliser du combustible, donc c'est certainement intéressant, mais pour le moment, j'en vois pas un seul au monde qui coche toutes les cases. Sauf le SMR russe qui est sur une barge et qui alimente aujourd'hui la péninsule d'Amal. Mais c'est le seul SMR au monde qui aujourd'hui fonctionne. Après, il y a plein de choses intéressantes, on voit revenir les sels fondus, enfin plein de choses. Pour le moment, la technologie, pour moi, elle n'est pas prête. Après, aujourd'hui, l'acceptabilité sur le nucléaire, on a passé il y a quelques bonnes nouvelles quand même, hein, dans le champ. C'est que oh non, surtout pas, ah là là, que c'est bien. Alors, Fessenheim, ça a eu un effet terrible. C'est que tous les maires sont venus, que chaque fois qu'on rencontrait les maires où il y a des centrales, ils disaient, oh, vous n'allez pas partir, hein? Ah ouais, je croyais que tu n'étais pas d'accord.
Voilà. Donc effectivement, de ce côté-là, là, ça va. Mais après, il y a comme souvent un éléphant dans la salle, quoi. C'est-à-dire que on n'en parle pas. Tout le monde est tellement habitué à ce que ça fonctionne. Et on a tout fait pour. L'entreprise est une très très belle entreprise. Elle est là depuis 46. Elle prend des baffes chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, mais on est habitué maintenant. Donc, et là c'est bien, on n'en a pas pour un certain temps. Donc on va être tranquille pendant moins une semaine. Voilà, avant qu'on nous accuse d'être responsable de la désindustrialisation dans 48 heures. Mais voilà, mais bon, ce qui veut quand même dire qu'on a soutenu l'industrie française pendant des années. Ça, on analyse autrement, mais c'est pas le débat d'aujourd'hui. Donc évidemment, après, il faut accepter de parler des choses. Il faut dire les choses aux gens. Je crois il faut arrêter Et moi, je suis pas du tout pour un discours culpabilisant. On n'arrivera pas à survivre si demain, et il y a beaucoup de jeunes dans la salle, si demain est pire qu'aujourd'hui. C'est pas possible. Si vous voulez emmener les gens, faut leur raconter une histoire. Mais une histoire dont ils ont envie. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que Saint-Laurent, il est à côté de Chambord. À Chambord, on a eu François Ier. François Ier, il a rêvé d'Italie. Et ben, en 2050, l'Italie est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est la dernière génération à voir la forêt de Chambord comme François Ier l'a vu. Mais ça veut dire que c'est pas catastrophique. On vit en Italie. Donc, mais il faut y aller, quoi. Ça, faut pas attendre. Parce que l'Italie, elle va arriver, quoi. À l'insu de notre plein gré. Mais elle arrive. Rebondir sur ce que tu viens de dire, justement, spécifiquement attention des jeunes. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Bruno David, l'ancien président du Muséum national d'histoire naturelle. Et il dit que finalement, tout ce à quoi on est confronté aujourd'hui, pour la première fois, c'est largement dû à l'activité humaine. Donc ça, c'est à la fois une mauvaise nouvelle, mais c'est aussi une bonne nouvelle, parce que du coup, on devrait être en mesure de déployer des solutions. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène, et donc cette nouvelle période géologique qui fait qu'effectivement, tout ce qui est à la fois réchauffement climatique, mais aussi perte de biodiversité, parmi les causes principales, la numéro 1, c'est vraiment le développement des activités humaines. Et donc, c'est à nous de trouver les solutions, et je suis d'accord avec toi, on va les trouver, mais il faut s'y coller. Bonjour, Bertrand Durieux d'Orange Business. Donc, mon sujet, c'est plutôt la résilience des systèmes d'information, mais un des facteurs de la résilience des systèmes d'information, c'est les dérèglements climatiques, comme pour les autres acteurs. Ma question, c'est plutôt pour Julien Brunel, SNCF Réseau. Donc, vous parlez d'interruption de service. Moi, j'ai plutôt l'habitude de parler de perte d'exploitation, au sens conséquence pour les utilisateurs de l'arrêt du service. Vous évoquez des retards, mais moi, ce que je vois, c'est un risque quand même dû à la régulation des cours d'eau, d'emportement de sections de voies, de déstabilisation de ponts, par les tempêtes de caténaires qui se couchent. Il y a des risques qui se traduisent pour les utilisateurs de vos réseaux par des pertes d'exploitation considérables. Pour les opérateurs, c'est des pertes de chiffre d'affaires, c'est leur survie potentielle. Je pense à la SNCF, je pense à ses concurrents. C'est leur survie derrière qui joue. Pour les collectivités locales, pour les TER, c'est la réélection pour les élus. Donc ça a vraiment un impact. Or, vous dites, ils ne veulent pas payer. Ma question, c'est, avec de la pédagogie, ne peut-on pas parvenir à les convaincre? Merci. Oui, c'est vrai que à court terme, on voit beaucoup des retards actuellement. Bon, c'est beaucoup de retards avec les trains, etc. On a eu la saison 2023, c'était beaucoup de retard à cause des fortes chaleurs. La saison 2024, là, cette année, c'est beaucoup de retard à cause des tempêtes et de quelques inondations. Donc on voit ce type d'aléas qui se multiplient. Alors heureusement, pour l'instant, on n'a pas eu trop d'épisodes d'interruption complète de l'infrastructure, mais effectivement, c'est des choses qu'on devine, qu'on voit apparaître marginalement, mais qui vont probablement se multiplier, ce genre d'aléas très très graves.
qui va interrompre l'infrastructure pendant un très grand nombre de semaines. C'est déjà par exemple le cas entre la France et l'Italie. Il y a une ligne ferroviaire qui est actuellement inutilisable puisque une falaise est tombée sur la ligne. Et donc on doit purger la falaise avant de la réouvrir. Ça a été le cas aussi il y a peu de temps sur la ligne ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne. C'est la première ligne TER de France qui a été inondée par la rivière du Gier qui était à côté de cette ligne. Donc c'est des choses qui existent effectivement. On espère effectivement qu'avec un peu de pédagogie, les acteurs comprennent qu'il y a des risques derrière tout ça et qu'il faudra se protéger et faire des opérations probablement assez coûteuses pour se protéger contre ce risque. Oui, on fait des études de ce type-là. Alors ensuite, ce qu'il faut voir, c'est quand même face à ce type de risque, le réseau ferré est quand même un ensemble dans d'autres ensembles. Donc quand on fait des risques pour se prémunir contre des débordements de fleuves ou ce genre de choses, le réseau en bénéficie, mais il n'y a pas que le réseau ferré qui en bénéficie. Il y a tous les autres actifs qui sont à côté. Donc ça dépasse, je pense, très largement le cadre du réseau ferré. Ça protège les autres réseaux d'infrastructures, ça protège les villes qui sont aux alentours. Je pense que oui, un peu de près, le gestionnaire de l'infrastructure peut participer à cette prise de conscience collective, mais bon, c'est un acteur parmi d'autres. Oui, c'est possible. Oui. Alors, du point de vue du financement du gestionnaire d'infrastructure, nos péages sont quand même beaucoup ceux des péages des opérateurs grande vitesse. Donc, je pense qu'effectivement, ces opérateurs pourront payer une partie de l'infrastructure, mais ce que je disais, c'est qu'ils vont se contenter de faire ils sont prêts à payer là où ils vont en bénéficier. Donc on va pouvoir demander aux opérateurs grande vitesse de financer la résilience du réseau qu'ils utilisent, mais ce sera seulement la partie du réseau qu'ils utilisent. Je pense que le reste du réseau, il faudra trouver d'autres acteurs pour financer ces investissements. Oui, bonjour, Luc Saltruer. Alors, je travaille, moi, à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Et ça tombe très bien, ça s'enchaîne très bien, parce que je voulais partir de l'exemple de la voie ferrée de la Maurienne pour poser une question sur la culture d'entreprise. Alors, vous venez de l'évoquer. En Maurienne, il y a eu un pépin, un glissement de terrain. Ça aboutit quand même à 1 an et demi d'interruption de trafic. C'est pas rien, dans une voie et à un endroit du réseau où on investit énormément, justement pour pouvoir amener du trafic, et notamment du trafic de fret. Alors si on prend quelques chiffres sur les investissements, vous me corrigez si je me trompe dans les ordres de grandeur, je dois les avoir sur les chiffres, mais c'est à peu près 8 milliards la partie transfrontalière du Lyon-Turin, plus 8 milliards dans la partie française, et puis il doit y avoir encore 5 ou 6 milliards dans la partie italienne. Il y a de l'argent pour faire passer des voies là. Et on investit beaucoup dans le neuf, et alors que les études avaient très bien identifié qu'il y avait une fragilité de la paroi à cet endroit, on n'a pas investi dans le maintien de la paroi. La paroi est tombée sur la voie existante. Et pendant ce temps, 1 an et demi d'interruption, c'est tout le trafic qui s'en va et qui va être très difficile de faire revenir. Quand le trafic a pris l'habitude de passer par la Suisse ou par l'Autriche, le faire revenir après, c'est une gageure. Donc ça, c'est un coup de l'inaction. On est parfaitement dans le thème sur une infrastructure. Dans un cas où il y a de l'argent, puisqu'on a eu plein d'argent, et dans lequel on peut penser qu'en fait, on a aussi un vrai problème, parce que c'est arrivé à SNCF Réseau, je suis sûr que ça aurait pu arriver partout ailleurs. On a un vrai problème de culture, et de culture. En fait, c'est plus glamour
de faire du neuf. Sur un CV, si on a été directeur du projet du Lyon-Turin, c'est probablement beaucoup plus sympa que d'arriver en disant moi j'ai fait du préventif et j'ai repris la falaise avant, voilà. Avant. Et donc ma question c'est vraiment celle de la culture et de la culture d'entreprise et comment on peut faire aujourd'hui au sein de vos entreprises très grandes pour tout simplement faire en sorte que ce soit plus glamour. De faire de l'anticipation et des travaux d'entretien de l'infrastructure sans viser tout le temps. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde s'intéresse à la disponibilité pour l'infrastructure. Alors Julien et moi, on partage un actionnaire commun. Et vous êtes à l'inspection générale, donc on peut peut-être le rencontrer ensemble pour lui expliquer le sujet. Ça me paraît bien. Parce qu'on a quand même un débat là-dessus, qui est réel. Aujourd'hui, je vous ai parlé du prix de l'électricité, je ne vous explique pas les débats en conseil d'administration. Il faut, pour nous, le premier sujet, c'est la prolongation du parc et c'est l'investissement le plus intéressant, ça n'est pas partagé aujourd'hui, totalement. Pourtant, c'est pas. Alors là, il n'y a pas à avoir besoin de faire de très grandes études pour faire le calcul. Hein. Donc, parce que ça veut dire qu'il va falloir mettre des investissements. Ça veut dire qu'il faut aussi reconnaître qu'on a sous-investi dans les années qui ont précédé. Ça veut dire qu'on a utilisé les provisions de renouvellement pour faire autre chose et entre autres dégager du dividende. Enfin, faut se raconter des histoires vraies, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un débat majeur qui est pour moi un débat quasi de souveraineté nationale qu'il faut arriver à ouvrir dans un système européen qui délire complètement, mais qui est sous l'influence aussi des politiques mondiales. Et ce qui se passe aux États-Unis doit alerter absolument tout le monde. Donc il y a un vrai débat. On a en France des choses incroyables. France Stratégie produit des documents d'une qualité exceptionnelle. Il y a surtout qui tient compte de France Stratégie dans la décision politique. Le PNAC, je l'ai dit, c'est un excellent document. Il n'y a pas de volet financier. Je crois qu'il y a un moment, on peut se raconter toutes les histoires. Il faut accepter de dire que le dérèglement climatique est là et il est là. C'est pas demain, c'est maintenant. Donc il est là. Ça ne peut que empirer si on ne fait rien. La disponibilité des infrastructures est majeure, mais comme l'a dit Julien, c'est systémique. Nous, une centrale nucléaire, ça dépend des routes, ça dépend des ponts. On a un partenariat avec le CEREMA. On peut se dire aujourd'hui qu'il y a une grande majorité des ponts, je crois que c'est 40% des ponts, qui aujourd'hui ne peuvent plus supporter des colis lourds. Mais moi, j'ai besoin des ponts parce que je dois livrer des colis lourds. Mais est-ce que c'est à EDF de payer le pont parce qu'il livre des colis lourds? Excellente question. À une époque, tout le monde allait voir le directeur de l'EDF pour lui dire j'ai une cour d'école, j'ai un pont, j'ai un machin et tout. Cette époque est finie. Parce que ce pont, il va être quelque part dans le prix de l'électricité. Quand on nous demande de financer le commissariat à l'énergie atomique et autres, tout ça, c'est les 200 millions, 300 millions qu'on met à droite à gauche, ça revient dans le prix de l'électricité. C'est pas magique, quoi. Il y a pas de magie. Non, voilà. Donc aujourd'hui c'est Orano. Demain ça va être la liste de choses qu'on nous demande de financer parce que on n'a pas préparé les choses. Et évidemment qu'il faut maintenir le commissariat à l'énergie atomique. Le débat se pose pas. Mais la vraie question, c'est comment on finance la recherche. C'est un vrai sujet aussi. On est aujourd'hui à Dauphine. Voilà. Il y a alors on va dire le secteur privé, mais le secteur privé il a des limites. Il y a des débats de fond qu'il faut avoir et il y a des priorités à mettre. Mais ce débat, aujourd'hui, on ne peut pas l'avoir. Encore moins depuis qu'on n'a pas de gouvernement. Mais néanmoins, on n'arrive pas à l'avoir. Bonjour et merci pour vos présentations. Moi, j'ai une question sur la résilience aux risques humains, d'intervention humaine, géopolitique, cyber, sur les infrastructures et autres. Ma question, c'est surtout pour vous, du coup, Catherine, et Julien aussi, peut-être dans une moindre mesure. Où en est la réflexion de vos entreprises respectives sur ce point-là? Est-ce que vous avez des groupes d'experts? Est-ce que vous avez des investissements en la matière? Est-ce que vous avez des discussions avec le gouvernement? Qui au gouvernement? Avec des think tanks? Où en est la réflexion
le niveau de prise de conscience de ces enjeux-là dans vos entreprises respectives et ouais, est-ce que vous pouvez commenter un petit peu ce sujet-là, s'il vous plaît? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, hein. Au niveau cybersécurité, le nucléaire est extraordinairement suivi, vous vous en doutez, et on a la chance d'avoir un truc qui fonctionne merveilleusement au monde, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique. On critique toujours l'ONU, mais s'il y a un truc qui fonctionne, et s'il y a un truc qui fonctionne d'ailleurs, entre autres en Ukraine, c'est bien l'Agence internationale de l'énergie atomique avec un mec qui s'appelle Raphaël Grossi, qui est le patron de l'agence, qui est un mec absolument incroyable. La cybersécurité est pilotée par des règles mondiales pour le nucléaire international sous contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. On y met des moyens considérables, on met des moyens considérables mondialement, et c'est le seul endroit où tout le monde se parle. Les Russes, les Japonais, les Chinois, les Américains, au niveau de l'agence, tout le monde se parle et tout le monde est conscient. Et d'ailleurs, on voit, même s'il y a de temps en temps des menaces autour de Zaporizhzhia, on voit bien que Zaporizhzhia, aujourd'hui, a ramené un certain nombre de discussions. Et c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que l'agence, elle fait son job, et tout le monde réfléchit. Même le camarade Poutine, il réfléchit. Et les mecs du camarade Poutine, ils sont à l'agence, et ils causent avec les Américains, et tout le monde se parle. Et ça, c'est extrêmement important. Donc le nucléaire, qu'il soit civil ou militaire, il est sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui fonctionne en particulier extrêmement bien sur les menaces cyber. Donc c'est suivi. On met des moyens colossaux, bah, vous vous en doutez, tout le monde en met. Et puis on a des très grosses équipes là-dessus avec des partenariats variés. Et on a un énorme travail avec la défense, avec le ministère des Armées, qui fonctionne aussi extrêmement bien et qu'il faut garder parce que c'est des choses qui marchent. Voilà, ça c'est pour la partie cyber. Après le risque humain est beaucoup plus grave que ça parce que le dérèglement climatique et en particulier la chaleur, on sait très bien qu'elle délite le lien humain. Nous on a un très gros travail avec une start-up ou une structure qui s'appelle Human Adapt Institute, vous avez certainement entendu parler, c'est Christian Claus, et il a emmené des gens partout dans le désert, dans les grands froids et autres. On a un gros travail avec eux sur la partie neurosciences, parce que pour nous, le collectif, il est majeur. Et on sait très bien que en grand stress, en particulier en grand stress de chaleur, eh ben le corps humain il se met à l'abri et surtout il réduit les capacités cognitives. Donc on a un très très gros travail là-dessus parce que le collectif est fondamental dans nos domaines et donc évidemment on y réfléchit avec derrière tout ce qu'on peut imaginer pour éviter, protéger, rassurer les gens aussi bien dans leur vie professionnelle, ça c'est notre job, mais aussi demain probablement dans leur logement et autres parce que quelqu'un qui dort sous les toits à Paris et où il fait 35 degrés, on sait très bien qu'il sera pas d'une grande efficacité le lendemain matin. Donc il y a des sujets lourds qui sont aussi des sujets de société d'ailleurs sur le lien et sur le travail cognitif qu'on doit faire par rapport aux grandes chaleurs. Mais je sais que la SNCF y travaille aussi. On est plusieurs grands opérateurs à travailler là-dessus. C'est fondamental. Il faut que les gens aillent bien pour que ça se passe bien. Cette histoire de grande chaleur, c'était l'une des priorités de 100 Resilient Cities. Et c'était typiquement un choc, donc un îlot de chaleur urbain qui se produit vraiment une fois par an et qui devenait de plus en plus un stress. Et donc, effectivement, il y avait énormément de réflexions sur ce que tu viens de dire et comment on continue à vivre normalement en dépit de ces chocs qui deviennent de plus en plus des stress. J'ai quelques questions pour Catherine et Julien. La première question, c'est que Catherine, vous avez parlé de rénovation de centrales nucléaires. Qu'est-ce que vous en pensez pour le financement de nouvelles centrales nucléaires et qu'est-ce que vous en pensez de modèle République tchèque avec tout ce qui se passe avec Corée? Et la deuxième question, également pour Catherine, c'est qu'en 2022 et 2023, je crois qu'il y a beaucoup de centrales nucléaires qui ont été arrêtées à cause de tout ce qui est réchauffement climatique. Et selon ce que j'ai compris, c'est depuis 1980, il n'y avait pas trop de tout ce qui est nouvelle technologie. Il y avait la 4e génération Super Phoenix, mais ça n'a pas été réellement mis en place. Et qu'est-ce que vous en pensez dans le futur, donc en face de tout ce qui est réchauffement climatique et avec une nouvelle technologie? Et pour Julien, j'ai également une question sur adaptation au changement climatique, parce que ce que j'ai vu en fait notamment dans les études d'impact sur l'infrastructure, il y a beaucoup de choses qui étaient prévues sur les autres volets, biodiversité, etc. Mais également sur pic de froid, mais sur le pic de chaleur, il y a très peu de choses qui étaient prévues, surtout sur les anciennes études d'impact, sur les anciennes infrastructures qui étaient prévues.
Et sachant que moi, j'ai grandi en Chine, je sais que quand j'étais petite, en fait, dans ma ville, la température dépasse rarement le 38 degrés. Et aujourd'hui, tout l'été, tous les jours, c'est plus de 42 degrés. Et sur la route, c'est plus de 72 degrés. Donc, du coup, la température, ça change beaucoup. Et également, je sais qu'en fait, il y a des mesures, quand on pose la question, quelles sont les mesures qu'ils ont prévues pour éviter pour adaptation au changement climatique. Il y a beaucoup de personnes qui ont cité, on a des clims qui sont installés partout. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça, sachant que ça a un effet très mauvais pour atténuation au changement climatique? Bon, alors sur la Corée, je réponds pas. Hein. Ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, et donc je vais pas répondre là-dessus. Bon, pour les technologies nucléaires, aujourd'hui, il y a un certain nombre de réacteurs sur le marché qui sont des réacteurs de 4e génération, qui sont sur lesquels on a un énorme travail d'adaptation des règlements climatiques. On voit d'ailleurs que la technologie nucléaire, elle s'adapte à peu près partout dans le monde. Il y a des réacteurs à Baraka, c'est les Émirats, il y a des réacteurs en Sibérie, il y a des réacteurs. Donc là, c'est pas la plus grande centrale américaine, c'est Palo Verde, elle est dans le désert d'Arizona. Donc la technologie nucléaire elle-même, elle pose pas de difficultés. Après, c'est tout ce qui va autour pour lui permettre de fonctionner. Palo Verde ne prélève pas d'eau. Palo Verde utilise pour comme source froide les eaux usées de la ville de Phoenix. Donc il y a plein de solutions qui existent. Après, évidemment, les centrales sont plus chères, mais la question le sujet pour lequel elles sont là est différent. Aujourd'hui, typiquement, la Hollande réfléchit et on revient au SMR, à s'équiper massivement, à revenir au nucléaire, pour une raison simple, c'est qu'elle doit pomper. Donc, elle se fiche du prix de l'électricité. Elle, c'est sa survie, c'est un polder, il faut qu'elle pompe. Et il faut une technologie qui pompe tout le temps. Donc, c'est pas le même sujet. Les Émirats dans la démarche de Baraka, le débat n'est pas sur le prix de l'électricité, le débat est d'avoir une technologie qui prépare la fin du pétrole et qui soit bas carbone. Donc, on voit bien qu'en fonction de ce qu'on demande à une centrale nucléaire, le prix n'est pas le même et la technologie n'est pas la même. Et les annexes qui seront autour, qui lui permettent de fonctionner 24 heures sur 24, seront pas les mêmes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu à ta question, mais voilà. Alors après, Super Phoenix, c'est une décision politique que je commenterai pas. Elle est ancienne et Super Phoenix est en cours de démantèlement. Donc voilà, le choix est là. Et aujourd'hui, il y a sur le marché un certain nombre de réacteurs, marché mondial, de 4e génération. Et si on a arrêté les centrales en 2022, c'est pas à cause du climat, c'est parce qu'on a eu ce qu'on appelle la crise de la corrosion sous contrainte. On a détecté sur un réacteur quelque chose qu'on n'aurait pas dû avoir. Et par sécurité, volontairement, on a pris la décision d'arrêter les centrales en se disant, est-ce qu'on en a partout? Et on a fait toutes les études qui ont montré qu'il y en avait à certains endroits et pas d'autres, et qu'il y a des paliers qui n'étaient pas du tout sensibles. Et aujourd'hui, la crise de la corrosion sous contrainte est derrière nous. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui 46 TWh à l'heure où on parle de disponibles. Et j'espère qu'il va continuer à faire mauvais. Comme ça, ils seront sur le réseau. Et donc, voilà, on a un parc qui répond et qui est dans les attentes de ce qui fait qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité baisse. Voilà, et qu'on a le débat sur le prix de l'électricité. Merci. Tu veux répondre ou... Très rapidement, pour dire que ouais, je pense que les études d'impact que vous voyez, c'est des études d'impact qui sont faites sur des lignes nouvelles, donc où le risque de résilience est peut-être moins. C'est des installations qui sont nativement conçues pour être résilients à des très 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 forts risques, donc des températures au-delà de 55 degrés, donc ces genres de choses. Infrastructures. Mais en revanche, il y a un gros sujet pour le réseau existant où là, on sait qu'on est très, très, très vulnérable aux très fortes chaleurs. Par exemple, je vais citer un cas, c'est les actifs électriques, donc les caténaires qui permettent d'alimenter les trains en électricité. On sait que tous nos caténaires qui sont dans le sud de la France, c'est des caténaires de 1500 volts. Qui sont pas régularisés, et donc quand il fait très chaud, il y a un affaissement du fil de contact, et donc on est obligé de ralentir les trains à partir de 35 degrés dans le sud de la France. Ça va devenir un problème parce que le nombre de jours où il fait plus de 35 degrés dans le sud de la France va devenir très très important. Donc on est en train de réfléchir à des solutions technologiques pour adapter l'infrastructure à ce risque.
Merci. Non, mais il y en a beaucoup de derrière, malheureusement. Je ne vais pas pouvoir, parce qu'il y avait monsieur, il y a vous, il y en a. Il faut qu'on clôt, puisqu'il est déjà 10 heures. En tout cas, merci. Je vois que le débat, et on s'en souviendra avec Eric, le débat est passionné. Okay. Je ne sais pas s'il est passionnant, mais en tout cas, il est passionné. Bon, pour clore, on retiendra en tout cas des choses qui ne relèvent pas du tout de nos capacités ici, qui est la gouvernance mondiale du climat, tant mieux. Moi, j'ai quand même entendu que à plusieurs reprises, on a dit comment est-ce qu'on réintroduit dans les logiques de marché le prix du carbone, et ça, je pense que c'est un sujet fondamental. J'ai beaucoup entendu de choses, et je pense que vous êtes tous d'accord ici sur la nécessité de communiquer, de faire de la pédagogie et d'arriver à faire une transformation culturelle, pas uniquement des opérateurs, mais également des citoyens. Grosso modo, notamment, de se préparer à une baisse systématique de la qualité de service d'un certain nombre d'infrastructures et de biens essentiels qui ne pourront pas ou dont on ne sera pas capable de financer l'adaptation et le maintien en conditions opérationnelles. Ce qui veut dire que ça va faire une évolution des comportements tant des entreprises que des particuliers. Et donc, le fait que des entreprises doivent se préparer à des pertes d'exploitation et nous, citoyens, voilà, à des pertes d'usage. Donc, la question du renoncement. La seule chose qui m'a un peu surpris, je laisserai ça à la prochaine discussion, c'est qu'on a effleuré la place de Swiss Re, mais on n'a pas du tout parlé de l'éventualité de voir comment est-ce que les assurances, dans cet univers où il y a un manque de financement, on a parlé de la régulation, on a parlé de la subvention. Là, ça veut dire que la régulation, elle fait l'appel aux utilisateurs, bien. La subvention, elle fait appel aux contribuables. Peut-être qu'on peut aussi se demander si l'argent des assureurs, qui lui aussi est une forme de prélèvement systématique et obligatoire, ne devrait pas participer de ce financement. Voilà. Merci encore à tous. Je ne sais pas si tu veux dire un mot d'adieu. Voilà. Oui, merci. Bon, d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants de ce matin. Merci Angelos pour l'animation du débat. Il est clair que le sujet n'a pas été épuisé. On ne s'attendait pas à ce qu'il le soit ce matin. C'est vrai que de toute façon, c'est un vrai sujet. De toute façon, il faut payer, soit par baisse de la qualité du service, soit par augmentation des investissements de prévention. Et effectivement, à la fin, de toute façon, c'est le citoyen qui va payer, soit parce qu'il contribue à l'impôt, soit parce que c'est l'utilisateur final et ça se retrouve dans le prix des services ou dans le défaut de qualité du service. Donc c'est vrai que ce sont des débats qu'il faut poser le plus rationnellement possible, justement, et en arrêtant d'avoir effectivement des débats posés de manière parcellaire qui permettent à chacun en fait de repasser la patate chaude, alors qui aux opérateurs, qui aux régions, qui etc. Parce que à la fin, de toute façon, c'est la collectivité et chacun des individus qui la composent qui finance les infrastructures ou qui, s'ils les financent pas, ont une baisse de la qualité du service, une augmentation de l'ampleur des risques encourus. Ça fait partie, bien entendu, des travaux qu'on mène dans la chaire et on organisera très certainement beaucoup d'autres débats autour de ces sujets. Le prochain petit déjeuner de la chaire aura lieu le 13 février. Et on reparlera du nucléaire parce qu'on parlera en fait des besoins en énergie du numérique, intelligence artificielle, etc. Et le rôle en fait justement potentiel des SMR dans la fourniture d'énergie pour les centres de calcul dont on a de plus en plus besoin et dont on va de plus en plus dépendre. Voilà, à très bientôt.